Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, aussi bien que je vais moi-même. Cette fois-ci, je suis le premier, Marc. Bravo! Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Gabi, bonjour Marc. Son vidéo impeccable, c'est parfait. Bonjour Pascal. Alors, nous sommes visiblement un petit comité aujourd'hui parce que j'ai pas fait beaucoup de ramdam sur la revue de marché. Les gens prennent l'habitude que tout soit un petit peu facile, hein, puisque je l'envoie via la newsletter une fois, deux fois, et puis ensuite sur Twitter, Facebook et tout. Donc là, j'ai décidé de ne communiquer que à travers la newsletter. Donc il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui, puis c'est les vacances aussi. Il y avait une quarantaine d'inscrits, et pour le moment, nous ne serions, selon mon écran, que 27. Habituellement, nous sommes une soixantaine. Donc c'est super. Bonjour Roberto, bonjour Patrick, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Donc pour commencer, alors oui, ne pas oublier de montrer l'avertissement sur les risques que vous avez ici, que vous devez lire. Et ensuite, pour commencer, je vous propose de faire un point sur les positions que j'ai partagées publiquement ces derniers jours. Voilà, ça c'est fait. On a vu le panneau d'avertissement sur les risques. Donc, le point sur les positions que j'ai annoncées publiquement ces derniers jours, parce que je pense que ça peut être intéressant, dans le sens où vous allez voir que j'ai perdu et j'ai gagné des trades, mais à l'arrivée, j'ai gagné quand même pas mal d'argent. Et tout cela grâce notamment au money management. Donc, je vous propose de commencer par un trade qui me fait très plaisir. Donc, bien évidemment, je vais vous le montrer une fois, mais vous pouvez tout retrouver sur le forum, puisque je tente, dans la mesure du possible, d'annoncer toutes mes positions en avance sur le forum. Donc, index du forum. On va aller voir USD JPY. De toute façon, si pour ceux qui assistent à mes revues de marché de façon régulière, cette analyse, ce plan de trading, je l'avais partagé avec vous lors des revues de marché du mardi. Je m'en souviens très bien. J'avais fait toute l'analyse lors d'une revue de marché du mardi. Donc où est-ce que c'était? Veuillez m'excuser, je suis un peu en retard. Donc alors, suivi du trade, vous voyez, en plus il y a le suivi hein, au fur et à mesure. Vous voyez, le 6 octobre, j'écrivais aurons-nous notre TP ce jour? Ça récompenserait notre patience. Parce que je suis quand même assez content parce que autrefois je le faisais et puis ça fait quelques années que je ne le fais plus du tout. J'ai réussi à tenir pour des raisons qui me sont propres et puis parce que je trouve que le marché a évolué, a changé depuis la crise de 2008 et qu'il est plus difficile pour moi de rester en position au swing trading parce que j'ai été échaudé dans le sens où je restais en position très longtemps au swing trading et puis entre-temps il y avait une annonce de banque centrale ou une déclaration de Yellen ou de Draghi et pim ça partait complètement dans l'autre sens puisqu'en général le swing trading c'est quand même relativement confortable, on s'installe dans un mouvement tendanciel et on attend que ça se fasse, peu importe le temps que ça prend. Mais rien ne pouvait défaire une tendance autrefois. C'est-à-dire que même un NFP qui provoque beaucoup de bruit intraday, où il peut y avoir des variations de 150, 200 pips, à l'arrivée, 2, 3 jours après, on reprenait toujours dans le sens de la tendance. Maintenant, quand vous avez une tendance et que les choses sont bien installées, il suffit d'une déclaration, donc je disais de Yellen, ou un soupir de Draghi pour que patatras, la tendance soit défaite et qu'on casse la tendance. Donc échaudé face à cela, où j'étais en position où ça se passait très bien et finalement ça se retournait contre moi, j'ai arrêté le swing trading. Mais il y a des gens qui continuent à le faire. Je pense par exemple à Christophe Micheletti qui s'appelle Rezus sur les réseaux sociaux, un garçon avec qui je suis en contact depuis très longtemps, qui trade avec Ishimoku et les vagues d'Elliott, est le roi du swing trading. Il est à plus de 1500 points sur l'euro USD, donc ça reste possible. Mais moi, c'est un record. Je n'avais pas depuis des années tenu une position aussi longtemps. Donc je suis entré à l'achat sur l'USD Yen le 26 septembre. Vous voyez, c'est écrit ici. Le 26 septembre à 14 heures, je suis entré long à 111,92, top 110,92, topé 113,90 et j'avais expliqué les raisons, le pourquoi
etc. lors d'une revue de marché, donc qui date d'avant le 26 septembre. Et je suis très content, là je suis sur l'euro USD, je suis très content parce que après beaucoup de patience, l'objectif a été atteint. Donc là maintenant, je suis toujours sur l'euro USD. Je clique sur USD Yen et c'est euro USD qui s'ouvre. Voilà. Donc vous avez ici un graphique 4 heures, mais on va le mettre en journalier. J'agrandirai les graphiques pour qu'on y voit plus clair tout à l'heure, quoique je puisse le faire dès maintenant. Et j'avais expliqué en revue de marché le pourquoi du comment. Donc déjà, nous étions dans la face ascendante du range que nous avons ici. J'étais rentré à 111,90 donc sur un graphique H4. En fin de journée, comme vous allez le voir, on peut anticiper grâce au chandelier japonais les signaux sur une unité de temps principale. C'est-à-dire qu'ici, nous avons l'unité de temps principale qui est l'unité de temps journalière. Donc logiquement, après ce logique repli sur la zone d'équilibre et sur la SSB, suite à cette poussée haussière que nous avons ici, j'aurais dû attendre la clôture du chandelier. Si j'avais attendu la clôture du chandelier, je serais entré à 112,40. Or, j'ai anticipé sur le H4 grâce à des chandeliers de retournement. C'est une des choses que vous allez pouvoir lire pour ceux qui vont acheter ma nouvelle formation sur les chandeliers japonais qui va sortir prochainement. L'anticipation sur des unités de temps inférieures, qui doit obligatoirement être confirmée en clôture de l'unité de temps principale. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est bien expliqué, j'espère, dans la formation. Donc, en clôture de l'unité de temps principale qui m'a permis de faire cette analyse, j'ai été conforté après mon entrée H4 à 111,90 par l'avalement qui se procure aussi ici, qui se produit ici. C'est une sorte, on peut pas vraiment le dire dans le sens où on aurait dû dépasser ici en haut, mais soit dit en passant, c'est aussi une, comment on appelle ça, je l'ai au bout de la langue là, une trois méthodes ascendantes. Nous avons ici une variation des trois méthodes ascendantes aussi, donc le tout était confirmé ici. Et puis finalement, après près d'un mois d'attente et de tergiversation, vous voyez, mon stop était ici à 110,90. On a atteint hier ou avant-hier, mais 113,90 qui était mon objectif. Donc je suis très content d'avoir pris ces 200 pips sur cette paire. Voilà. Donc, parmi les autres choses que j'ai annoncé hier être entré en position long sur le silver, sur le XAG-USD, le XAG-USD. Donc, nous avons ici un graphique H1. J'ai vu ce marteau ici avec le léger ressaut sous la borne du range. J'ai fixé mon stop, vous pourrez le lire aussi sur le forum là, hein. Je dis pas après coup, je dis à l'avance sur le forum. J'ai fixé mon stop à 16,80. J'ai beaucoup de chance puisque les prix sont descendus jusqu'à 16,85. En même temps, bon, ça veut dire que le stop était bien placé. Et là, nous sommes en train de remonter. On bataille la zone d'équilibre. Et mon objectif, vous regarderez sur le forum, je m'en rappelle plus, il doit être à 17,23. Parce que là, je peux pas regarder parce que je suis pas sur la plateforme réelle ici. Je suis sur la plateforme exceptionnellement Paper Trading, autrement dit la plateforme de démonstration. Mais bien évidemment, je prends ces positions sur mon compte réel. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai fait cela? Parce que je suis partenaire de Pro Real Time et donc je voulais vous montrer quand même, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je ne savais pas et qui reste à démontrer, mais c'est quand même très intéressant parce que souvent sur les plateformes de démonstration, vous ne pouvez pas fixer la somme que vous voulez. Donc, faire de la démo, de la démonstration avant de faire du réel, c'est certainement indispensable, très important. Bon, il y a un aspect que l'on ne vivra jamais en démonstration qui est celui des émotions, d'avoir dompté nos pulsions et nos émotions. Mais si on s'entraîne à trader sur un compte de démonstration exactement comme nous le ferions sur un compte réel, en appliquant le même levier, le même pourcentage de risque, etc., c'est quand même une belle préparation. Et très souvent, vous avez des comptes de 100 000 euros, de 50 000 euros, comme ici, vous voyez. Bon, et en réalité, beaucoup de personnes ouvrent des comptes de 10 000 euros, de 15 000 euros, 20 000 euros, 5 000 euros même parfois. Et donc, si on trade avec 100 000 euros, ce n'est pas pareil que si on trade avec 5 000 euros. Et donc, ici, je voulais vous le montrer parce qu'il semblerait que vous ayez la possibilité de mettre la somme qui correspondra à la somme réelle que vous mettrez sur votre compte de trading le jour où vous traderez en réel. Et donc, de simuler le trading de la même manière que sur votre compte réel en mettant exactement la même somme
que sur votre compte réel. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est juste ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tiens, le silver est en train de se prendre une gamelle. Bon, si je le perds, je le perds. Ça n'a pas d'importance. Surtout après mon USD yen. Alors, j'ai annoncé aussi être entré en position sur le DAX, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc ça, je l'ai annoncé sur Twitter. Vous retrouverez sur Twitter. Il me semble que c'était vendredi dernier, lorsque tout le monde nous parlait de dégringolade, lorsque tout le monde nous disait il y a des chandeliers de retournement. On va en parler après lorsque l'on va l'analyser sur un plus long terme. Il y a une forte probabilité de correction. Bon, on nous a annoncé encore, on a vu réapparaître, comme c'est le cas à chaque fois que les prix sont très très hauts et que c'est tendu, on a vu réapparaître les vendeurs de points hauts. Je sais même pas comment il en existe encore après tout ce qu'ils ont dû perdre, mais enfin c'est comme ça. Et donc j'ai expliqué sur Twitter, surtout après cette grande dégringolade, là, je peux vous garantir qu'un maximum de traders particuliers rentrent à la vente. Ils se disent, ça y est, les analystes nous parlent de dégringolade, on nous parle de correction, on nous parle de ceci, de cela. Les prix, les gens les voient chuter. Ils se disent, je suis pas dans le train, il y a de l'argent à prendre, je vends. Et patatras, au moment où les gens se mettent à vendre, surtout après de tels chandeliers, et bien souvent c'est là où les prix prennent les gens à contre-pied et partent dans l'autre sens. Et parce qu'on n'a pas tradé selon l'analyse technique, mais justement selon nos pulsions et nos émotions. Bref, il fallait voir. Alors peut-être que le range n'était pas exactement comme ça, mais ce que j'ai montré sur Twitter, c'est qu'ici nous avions un fort support qui durait depuis maintenant, depuis le 4 octobre, vous voyez, et nous sommes quand même le 24 octobre. Et donc j'ai dit attention, vendeurs, si vous êtes à la vente, vous devriez prendre vos bénéfices. La probabilité d'un rebond ici est très important, dans le sens où nous atteignons un support intraday très important. Donc moi, je n'ai pas hésité à acheter après cette configuration chandelier japonais. Là, j'ai un ressaut, mais j'ai pas de configuration de retournement. Et ici, j'ai mon marteau, bon, qui est discutable, hein, dans le sens où la taille euh, du corps du chandelier rentre à peine 2 fois dans la mèche, mais enfin bref, j'ai pris le risque de rentrer ici avec un stop sous la mèche basse qui était ici, donc j'avais un ratio excellent. Et je suis allé chercher en intraday, donc ça devait être un jeudi puisqu'il y a eu un gap où le vendredi j'ai tenu la position, voilà. Et je suis allé chercher ce niveau de résistance ici que j'ai dû trouver sur le 15 minutes sans aller viser le plus haut qui est ici. Donc c'est aussi un joli trade intraday qui offre 80 pips, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez sympa. Vous voyez, le niveau de résistance, on le voit ici sur le 15 minutes. Avant d'aller chercher les plus hauts ici, j'ai bien visualisé qu'il y avait un niveau de résistance et que ce serait quand même pas mal. Voilà, c'était un jeudi et puis c'est le vendredi matin à l'ouverture, poum, j'ai eu le gap, j'ai eu la chance, je suis rentré en position, le trade est gagné. Donc ici et maintenant, constatez que les prix, malgré les signaux de retournement et d'essoufflement de la tendance que nous avons sur les unités de temps supérieures, ce que nous irons voir après, demeurent dans cette dérive latérale. Donc là, ils sont au milieu de nulle part, donc cela veut dire qu'il n'y a ni signal de vente, ni signal d'achat. Ensuite, sur le forum, vous avez pu voir mes trades GBP AUD. Il y en a eu 3. J'en ai gagné 2. J'en ai perdu un. Non, pardon, j'en ai gagné un. J'en ai sorti un à 0 et j'en ai perdu un. Celui que j'ai sorti à 0, je le regrette. C'est encore une fois, j'ai été victime de mes émotions. Je ne dois plus sortir à 0. J'ai un point d'entrée, un stop, un TP, un bon ratio. Plus ça va, moins je touche à rien, mais je ne suis pas définitivement guéri. Et il m'arrive encore d'avoir une émotion de peur, par exemple, et de sortir à 0, ce qui est totalement idiot, parce que à la limite, il vaut mieux perdre des trades en laissant courir les ratios, parce que je vous assure qu'avec les ratios, on finit obligatoirement par gagner de l'argent. Donc ce trade-là, il était très simple, hein. Encore une fois, il ne s'agit quasiment que de trading range, hein. Vous pouvez voir, le trading range, c'est extrêmement rentable et c'est facile. Je suis entré ici suite à l'étoile du soir en haut de la borne haute de ce range. Et j'étais venu chercher plus de 100 points ici, souvenez-vous, sur la zone d'équilibre. C'était mon premier TP. J'avais pas visé le bas du range, j'avais visé la zone d'équilibre, hein, ce qui est parfaitement expliqué le pourquoi, le comment des zones d'équilibre dans la formation totale à l'Ishimoku. Et puis, si vous avez suivi la formation totale à l'Ishimoku, vous savez qu'à l'intérieur d'un range, lorsque l'on n'a pas vendu en haut
ou lorsque l'on n'a pas acheté en bas, il y a toujours la possibilité de trader la tendance qu'il y a à l'intérieur des ranges. Alors, on ne le fait pas n'importe comment, hein. Il y a une technique, il y a une manière de faire cela, et ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, du coup, il y a deux. J'ai dupliqué le rectangle. Ah, mais il me saoule ce rectangle-là. Attendez, veuillez m'excuser. Pim. Bon, il y a 42 rectangles maintenant, c'est pas beau, on va essayer de les enlever, voilà. Et là, je pourrais tracer encore un autre canal. Donc l'idée, c'est la suivante. On vend en haut selon certaines conditions, pas n'importe comment. On achète en bas selon certaines conditions, pas n'importe comment. Et lorsqu'on n'a pas vendu en haut, on n'a pas acheté en bas, on peut toujours trader la tendance sous-jacente lorsque les prix se replient, soit sur la Kijun-sen, souvent qui coïncide avec la droite du canal, soit sur la SSB qui correspond à la zone d'équilibre du range. Je rentre pas dans les détails, tout cela est parfaitement détaillé avec moultes exemples dans la formation à l'Ishimoku. Donc l'idée était la suivante, les prix cassent la zone d'équilibre, se replient sur la zone d'équilibre, on vend l'étoile filante ici et on vise le bas du range. J'avais mis le stop bien au-dessus des mèches qui sont ici, le ratio était parfait, et comme un idiot, j'ai vu les prix retracés, méchés au-dessus de la zone d'équilibre, et je suis sorti, quand les prix sont remontés quelque part par là, j'ai remonté mon stop, je suis sorti à zéro. Bon, c'est totalement idiot, c'est le reflet de, je me laisse encore avoir par mes émotions, alors que si j'avais gardé la position, j'aurais bien atteint le bas du range. Bref. Par la suite, j'ai voulu acheter le bas du range, je ne sais plus où exactement, mais c'est écrit encore une fois et détaillé sur le forum, peut-être avec cette pénétrante ici. Et puis finalement, non, ça devait être plus loin, ça devait être ici parce que sinon ici j'aurais pas perdu le trade. Et finalement, les prix ont cassé par le bas et mon stop a été touché. Donc je suis sorti. Mais ici, j'ai dû gagner une centaine de pips, soit 2% de mon capital. Ici, je crois que j'ai même pas risqué 1% de mon capital. Bon, admettons que j'ai risqué 1% de mon capital. Il n'en empêche pas moins que en deux trades, un de gagné, un de perdu, je gagne 1%. Grâce au ratio. Et ici, je suis sorti à zéro. Voilà pour le GBP AUD que j'ai annoncé publiquement. Qu'est-ce que j'ai annoncé d'autre publiquement? L'euro AUD. Il faut faire un point sur ce que j'annonce publiquement, l'euro AUD en journalier, et cela vous permet aussi de voir, parce que moi je ne donne pas de signaux, hein, j'explique comment est-ce que je trade avec Ishimoku. Donc vous verrez sur le forum, il y a une analyse qui explique le pourquoi, le comment. Donc l'idée était la suivante, après un débat sur ce range, parce que parfois il n'est pas si simple de tracer le range. Bon, moi je l'aurais plutôt tenu compte de points plus hauts, etc. Je me suis laissé convaincre et j'en suis très content. Il y avait un début ici de doji ou d'étoile filante en fabrication au-dessus du range, vous voyez. Donc j'ai anticipé une fois de plus sur l'unité de temps inférieure. Donc c'est une nouvelle tentative de swing trading. Après l'avalement qui est ici, juste ici, j'ai vendu en visant 1,4650 avec un stop à... Attendez, parce que là... Avec un stop à 1,52 et des poussières, 25 approximativement. Et là, les prix sont en train de retracer. Vous voyez, là, un morceau de tendance dans le range que l'on observe en weekly. Les prix sont en train de retracer et reviennent à mon point d'entrée. Mais je n'y toucherai pas. Voilà, parce que il ne faut pas avoir peur à partir du moment où on applique un ratio de 2 pour 1, on finit toujours par gagner. Puisque même si on est mauvais et que l'on perd et que on perd autant que l'on gagne, on gagne de l'argent grâce au ratio. Et puis, il y a eu un trade intraday sur l'euro USD que j'ai annoncé aussi sur le forum. Manque de peau, celui-là, je l'ai mis dans la cellule de veille. Ça fait plusieurs fois que j'annonce des trades. Alors des fois j'y pense et des fois j'y pense pas. C'est ça le problème parce que j'étais assez occupé dernièrement avec ma formation. Donc j'en mets quelques-uns dans la cellule de veille et d'autres non, alors que j'aurais le faire à chaque fois systématiquement pour tous. Et ça fait 2-3 fois que je mets ceux qui perdent dans la cellule de veille. Donc j'avais détecté ici un range en 15 minutes. Pour des raisons diverses et variées, faisant suite à mon analyse sur les unités de temps supérieures, je pensais que les prix suite à cette configuration ici d'avalement et le soulèvement qu'il y avait en haut pouvaient rejoindre le bas du range, mais les prix en ont décidé autrement. Le range ici a été cassé et donc j'ai perdu mon trade. Donc tout cela pour vous dire que si je fais le point DAX
1 de gagné. GBP AUD, 1 de gagné, 1 de perdu. USD GPI, 1 de gagné. Euro AUD, on n'en parle pas pour le moment. Euro USD, 1 de perdu. Et supposons que je perde le silver. C'est pas encore le cas, mais supposons que je perde le silver. Donc DAX, je fais un point sur un papier. DAX, je fais une croix. 1 de gagné, 1 de perdu. Là, paf, perdu, perdu. Donc cela voudrait dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades, j'en aurais gagné 3 et j'en aurais perdu 3, ce qui est un résultat relativement moyen en termes de pourcentage de réussite. J'ai un pourcentage de réussite de 50% sur ces trades. Eh bien, à l'arrivée, je gagne de l'argent. Vous comprenez? Puisque j'applique un ratio. Et j'aurais pas touché au stop du GBP AUD, j'en aurais gagné un de plus. Donc ça me fait admettons que je gagne 2% par trade, ça me fait 2, 4, 6% de gain et ça me fait 3% de perte, donc j'ai gagné 3%. Donc c'est un excellent résultat. Voilà pour ce qui est de... Il y a l'Ishimoku, mais il est quand même extrêmement important aussi de parler de money management. Et si, pour que cela puisse fonctionner, bien évidemment, que l'on aille gagner 200 pips, donc je suis très content d'avoir gagné 200 pips, mais en réalité, que j'en gagne 200 ou que j'en gagne 25, à la limite, c'est aussi pour ça que je suis passé à l'intraday, parce que je suis devenu extrêmement rigoureux sur le money management. Je préfère gagner 25 pips, ça va plus vite, à la limite, que d'attendre un mois pour gagner 200 pips, puisque à l'arrivée, que j'en gagne 25 ou que j'en gagne 200, de toute façon, je gagne 2% de mon capital. Et que je perde 150 pips ou que j'en perde 32, je perds aussi 1% de mon capital puisque je m'applique à toujours faire en sorte de ne jamais perdre plus de 1% de mon capital par trade, en sachant que je ne trade pas tous les jours. Si je tradais beaucoup et tous les jours comme font les débutants, je risquerais moins. Et puisque j'accepte de perdre 1%, je n'entre en position qu'à la condition de m'approcher le plus possible, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins, il ne faut pas être dogmatique, de 2% de gain, c'est-à-dire un ratio de 2 pour 1. Donc, en appliquant ce ratio et ce pourcentage maximal de perte, quelle que soit la quantité de pips, même quand je suis mauvais, comme vous pouvez le voir en ce moment où j'ai un taux de réussite de seulement 50%, eh bien, à l'arrivée, j'ai fait une plus-value de 3%. Voilà. Il n'y a pas qu'Ishimoku, le chartisme, etc. Il y a surtout et avant tout le money management et la gestion des émotions telles que je vous en ai parlé sur le GBP AUD. Puisqu'à partir du moment où on applique un ratio de 2 pour 1 et qu'on applique ce pourcentage maximal de perte, on doit avoir confiance puisque c'est quelque chose qui marche à la longue, vraiment. Donc il n'y a aucune raison de sortir avec des stops à zéro. Voilà pour les positions que j'ai annoncées ces derniers temps. Donc je vais venir voir vos questions par la suite. Alors, je vais quand même voir si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y en a. Et puis ensuite, ce que je vous propose de faire, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, parce que je suis très occupé en ce moment, il y a les vacances, etc. Donc, je n'ai même pas regardé à part le silver pour voir où j'en ai été, puisque je suis rentré hier sur le silver. Je n'ai pas regardé, et puis après j'ai fait le point pour pouvoir faire ce que je viens de faire devant vous, la gestion de mes positions annoncées sur le forum et ailleurs publiquement en temps réel, et je n'ai pas encore regardé le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le regarder spontanément, comme si j'étais tout seul, et on va faire une revue de marché intraday. Et on fera une exception pour le DAX parce que j'ai une question de Landry sur Twitter concernant les chandeliers de retournement, où on regardera en journalier. Mais sinon, on va faire une revue de marché intraday ultra rapide. Vous allez voir comment je peux aller très vite pour faire des analyses avec Ishimoku. Bien, bonjour Wilfried. Comment as-tu fixé ton stop sur l'argent? Mon stop à moi a été touché. Alors, mon stop sur l'argent, puisqu'on en a parlé, eh bien, Marc, j'ai dû placer mon stop sous les mèches les plus basses. Alors, Silver. Comment j'ai fixé mon stop? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon stop à 16,80 et pas alors bon, parce que je suis entré en position ici à 17. 17. Donc je vais pas mettre un stop, c'est une question de je sais pas, c'est une question d'habitude. Il y a des choses aussi qui sont du domaine du feeling. Je vais pas mettre un stop de 10 points, ça me paraît excuse-moi, je ne dis pas ça du tout pour toi, je parle vraiment pour moi, ça me paraît un peu allez, j'ai failli dire ridicule de mettre un stop de 10 pips.
il faut accepter de perdre un peu plus de 10 pips. Si on rentre à 17 pour aller chercher, bon voilà, j'ai mis un stop bon, bah, de 20 pips, 16,80, j'ai mis un stop de 20 pips. Alors après, est-ce que j'ai d'autres raisons pour avoir fait ça? 16,91, je vois que les plus bas, tu vois, les plus bas sous le range, c'est ici, là où je fais des ronds avec ma souris, c'est 16,90. Donc on met pas le stop pile poil sur la mèche, on met toujours le stop sous la mèche la plus basse du range, mais pas un point en dessous, au moins 10 points en dessous. Donc si on met 10 points en dessous, bah, ça m'amène à 16,80. Bon, j'aurais pu le mettre à 16,85, hein, mais je l'ai mis à 16,80. Voilà, tel qu'expliqué sur le forum. Alain, je suis inscrit sur le forum, mais je n'ai pas reçu tes entrées en position. Comment faut-il faire? Mais je n'envoie pas mes entrées en position, Alain. Je ne suis pas un fournisseur de signaux. Je n'y suis pas habilité, puis je n'en ai pas envie. Sinon, c'est un service que d'ailleurs je ferais payer, que d'autres font payer. Donc, il faut regarder le forum. Il faut, voilà. Souvent, je les mets dans les cellules de veille, mais dernièrement, je vais essayer de m'appliquer à remettre chaque entrée dans la cellule de veille. Parce que dans la cellule de veille, il y a une vidéo sur YouTube qui montre comment s'inscrire à la cellule de veille, qui ne peut être visible que par les gens inscrits sur le forum, d'ailleurs, comme toi. Et il y a une petite cage à cocher sous la... Je vous montrerai en fin, vous me le rappellerez en fin de webinaire, pour être alerté dès que quelqu'un écrit dans la cellule de veille. Donc je vais essayer de me réappliquer, ce que je ne faisais plus dernièrement. Parfois on perd les bonnes habitudes. Dès que j'entre en position, je mettrai euh, dans la cellule de veille. Mais sinon, je n'envoie pas, à part ça, je n'envoie pas de mail aux gens pour leur dire, voilà, je suis entré en position. Je le marque dans la file correspondante sur le forum, puisqu'on m'a tellement reproché que j'étais pas transparent, blablabla, sur Twitter, etc. Comme tout le monde, hein. Tous les gens qui font des efforts, on leur reproche beaucoup de choses dans ce milieu. Donc je m'applique maintenant à toujours, dès que j'entre en position, ou quelques instants après être rentré en position. C'est ça la difficulté, c'est que comme je ne suis pas un fournisseur de signaux, parfois j'entre en position, je mets mon stop, je mets mon machin, puis ensuite je vais sur le forum, j'écris, ça me prend 5 minutes, et il y a un écart de 5-10 minutes parfois entre mon entrée en position et voilà. Et donc de façon à ce que les gens voient que j'entre en position en annonçant en temps réel mes positions et non pas après coup, comme font certaines personnes qui veulent gagner de l'argent avec des formations ou autres signaux. Alors, d'autres questions? Je suis toujours en position, me dit Marc, sur l'euro AUD. J'étais parti vraiment haut, presque en haut de la mèche. Eh bien, tant mieux, pourvu que ça gagne. Ton stop est sous le nuage H4, me dit Olivier. Oui, tout à fait, sur l'euro USD. Oui, d'ailleurs, bah oui, tiens, c'est une coïncidence. Ah ben voilà. Mais oui, non, merci beaucoup. Tu me demandais parce que maintenant, regarde, si j'ai mis ces 3 unités de temps, c'est pas pour rien, Marc. Voilà. Donc je suis rentré ici, il était quoi? Le 23 à midi. Et ici, on a quoi? Le 23 à 14 heures. Donc cette mèche, elle n'existait pas encore. Elle n'existait pas encore. Mais effectivement, elle est sous les plus bas qu'il y a ici à 16,86, sous la SSB et quelques petits points en dessous. Bon, on revient au même. Ça revient au même, effectivement. Marc, j'ai pas eu de bol avec le silver. J'ai bien mis mon stop sous la mèche la plus basse, juste au-dessus de toi, mais pas suffisamment, donc touché juste de quelques pips. Ben, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, même quand on place bien son stop, il arrive moi, il m'est arrivé, ça fait partie du trading, hein, une multitude de fois où à 3 pips près, je n'ai pas atteint l'objectif, et puis finalement, j'ai perdu des fois mon trade à 2 pips près aussi. Ça fait partie des choses. Alain, ne peut-on pas avoir une alerte sur la moindre intervention sur ce forum comme dans la cellule de veille? Si, tu peux mettre des alertes à toutes les files. Tu peux te mettre une alerte. Alors, je vais te montrer. Ici, on est sur USD Yen. Alors, je suis pas connecté. Alors, attendez, il faut que je me connecte parce que si on n'est pas connecté, je crois qu'on ne peut pas le faire. Connexion. Alors, voyons voir. Je prends 4 GPI par exemple. J'ouvre ici. C'est compliqué parce que comme les gens ouvrent à chaque fois. Alors, surveiller ce sujet, tu vois, tu as exactement comme pour la cellule de risque, mais tu vas recevoir des milliers de mails, quoi, puisque tout le monde écrit dans toutes les...
les fils, tu vas recevoir beaucoup de mails. Alors, ok, j'avais pas vu le nuage H4, mais en fait, ça change pas grand-chose, puisque de toute façon, à 10 points près, on est sous la mèche. Très bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Bonjour Patrick, bonjour Pascal. Nous allons faire une petite revue de marché intraday. On va commencer par le Forex, et puis si vous voulez qu'on aille voir les actions après, on ira voir les actions. J'ai découvert aussi un truc sympa sur les actions, je vais vous en parler tout de suite. C'est que vous savez, moi je les traite pas beaucoup, les actions. Je les traite très rarement parce que je trouve qu'il faut mobiliser beaucoup de capital pour quelques points, mais enfin bon, c'est comme ça, puis parce que j'ai appris le trading avec le Forex, j'ai cette habitude, j'aime bien trader le Forex, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de danger à trader le Forex tant qu'on a un money management strict et rigoureux, pas plus que sur les actions. Bon, un certain lobby a voulu casser le Forex en disant que les particuliers se faisaient arnaquer. C'est vrai, parce que sur le Forex, il y a des courtiers, des brokers véreux qui arnaquent les gens, qui volent leur argent, qui manipulent les cours, ce qui n'est pas le cas sur le marché action. Euh, sur le marché action parce que c'est tout simplement pas possible, mais il y a aussi des courtiers qui sont très bien, qui sont très honnêtes, et le problème aussi c'est le levier, c'est qu'on peut abuser du levier, donc les particuliers perdaient beaucoup d'argent, se sont plaints, et donc il y a eu une législation de fait sur le Forex. Mais si on n'est pas chez un courtier véreux, si on a un money management strict et rigoureux, c'est pas plus compliqué de trader le Forex que de trader les actions. J'ai découvert que chez certains courtiers CFD, dont je ne ferai pas la publicité, mais qui sont très bien régulés, qui sont très bien, on pouvait aussi trader les actions via CFD. Donc, on peut donc du coup faire de l'intraday sur actions via les CFD actions de ce courtier. Donc, on peut regarder par exemple les graphiques actions en intraday sur ProRealTime, par exemple, trader sur ProRealTime, et je ne le fais que en daily quand il s'agit des actions, jamais en dessous des graphiques daily et que à l'achat. Et en intraday, pourquoi pas trader les actions euh, via des CFD, ce qui est plus facile au niveau de la manière d'appliquer le levier. Bref, c'est un autre sujet. Donc, regardons un petit peu le CAC 40. Donc là, vous voyez, j'ai divisé aujourd'hui les écrans en 3, 15 minutes, 1 heure, H4, parce que je cherche à faire de l'intraday. Donc je regarde principalement ici mon graphique en H1, et je ne vois rien qui soit très motivant, puisque pour trader avec Ishimoku, il n'y a pas 42 000 possibilités, il y en a à peu près 2, j'ai envie de dire, soit nous sommes en tendance, soit nous sommes en range. Si nous sommes en tendance, il faut pouvoir établir une tendance claire, comme par exemple avec ce nuage que l'on a ici en H4, un nuage parfaitement bien orienté, et à chaque fois que les prix se replient, par exemple sur la Kijun-sen, on peut envisager d'entrer en position pour aller chercher de nouveaux plus hauts si on est dans la tendance haussière, ou de nouveaux plus bas si on est dans une tendance baissière. Or, ici et maintenant, si on regarde le graphique H4, on voit quand même que le nuage se rétrécit de plus en plus, s'aplatit. Je n'ai pas regardé s'il y avait des statistiques. Bien évidemment, c'est une des premières choses à faire. Et, bon, est-ce qu'il est pertinent ici et maintenant d'acheter cet avalement en formation sur la Kijun-sen? Je ne le pense pas, puisque nous avons des plus hauts juste ici. Donc souvent, on s'appuie soit pour aller chercher des plus hauts dans le sens de la tendance, mais ici la tendance est remise en question, puisque nous avons eu une longue période de dérive latérale ici. Et donc, si on venait chercher les plus hauts qu'il y a ici, nous ne pourrions pas appliquer le fameux ratio dont on parlait tout à l'heure. De plus, mais on va le faire après sur le DAX plus longtemps, si on veut acheter cet avalement en cours sur la Kijun H4, il est compliqué de le faire dans le sens où nous avons ici, c'est tout petit, hein, mais je vais l'agrandir après parce que nous avons une configuration similaire sur le DAX. Nous avons ici une série de chandeliers de retournement, ça s'apparente ici à une structure en haute vague, nous avons plein de pendus, voilà, et nous n'avons pas une marge, nous avons des plus hauts qui sont ici, nous n'avons pas une marge d'action qui me paraisse euh, suffisamment pertinente pour avoir un trade à haute probabilité de réussite dans le sens de la tendance. Donc, si je ne peux pas entrer dans la tendance, est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, trader le range? Bon, le range ici
et c'est normal dans les périodes d'hésitation, puisque nous sommes dans une forte période d'hésitation, nous avons ici des boîtes dans la boîte de la boîte. Donc ici, nous avions un range qui était parfait, qui a permis de faire quelques allers-retours, notamment sur le DAX, comme je vous le montrais tout à l'heure, mais qui a finalement été cassé ici. Puis on réintègre le range, puis on le recasse, puis c'est vraiment pas suffisamment clair pour moi pour pouvoir entrer en position. Donc à partir du moment où je fais ce constat, eh bien, ça ne m'intéresse pas et je vais aller chercher des opportunités qui me semblent plus favorables, plus que je répète que je ne traite pas tous les jours. Déjà, quand j'entre en position, c'est rarement plus d'une position dans la journée, puisque j'ai rarement plusieurs opportunités. Et en même temps, si je ne traite pas aujourd'hui, ben, je traderai demain. Nous avons ici sur le 15 minutes un range qui est très clair avec la SSB qui s'aplatit complètement en plein milieu de ce range, aligné à un plat qui jaune ici, une configuration idéale de range. Pour ceux qui n'ont pas peur et en dehors de toutes les périodes de statistiques, il n'est pas interdit de trader ce range 15 minutes du CAC 40 avec un ratio de 2 pour 1 et des chandeliers de retournement clairs comme celui-ci qui est là par exemple, ou comme cet avalement qui est ici, ou comme cette étoile filante qui est ici. Pour le moment, ici en haut, on n'a rien. On a bien un soulèvement, on a bien un chandelier qui chute derrière, mais on ne peut pas parler de... Donc pour le moment, ici et maintenant, sur le CAC 40, il n'y a rien à faire. Donc je ne vais pas mettre autant de temps sur toutes les sous-jacents parce que sinon on va finir à midi et demi. Donc là maintenant je vais aller un petit peu plus vite. Le DAX. Alors le DAX, on va d'abord l'analyser en journalier pour répondre à une question de triade qui s'appelle Landry, qui est un membre très actif du forum, qui fait un superbe journal du DAX sur le forum et qui me pose une question sur Twitter. Landry me demande mon avis, il a son avis à lui, sur cette étoile filante qui est ici, ce doji journalier, en relation avec la Tenkan-sen. L'idée est de savoir si on peut tenir compte des chandeliers de retournement tant qu'ils n'ont pas véritablement cassé la Tenkan-sen. Bien, la réponse est clairement non. Les chandeliers japonais nous donnent des informations très importantes, cruciales, qui fonctionnent très souvent, mais pas systématiquement. Parfois aussi, ils se trompent, de retournement. Mais tant qu'on n'a pas cassé, et si j'utilise Ishimoku, sinon j'utiliserai pas Ishimoku. Si j'utilise Ishimoku, ou ceux qui utilisent le chartisme ou autre chose, et qui les associent aux chandeliers japonais, comme vous pourrez voir dans la formation que je suis en train de préparer, où je montre des exemples d'association des chandeliers japonais avec plein d'outils d'analyse technique occidentaux ou orientaux, si on les utilise, ce n'est pas pour rien. Donc tant que la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, le support le plus faible, alors ça je le dis avec des pincettes, si on vient chercher une extension de Tenkan-sen comme celle qui est ici, ce sera un niveau de support fort. Mais ici et maintenant, lorsque la Tenkan-sen est confrontée au prix, c'est le niveau le plus faible de support de l'Ishimoku, le premier niveau de support de l'Ishimoku, calculé sur 9 périodes. Et regardez comme ce support tient bon. Vous voyez, comme quoi l'Ishimoku est très observé, puisque c'est pas pour rien que les prix n'arrivent pas à casser la Tenkan-sen véritablement qui est ici. Ici, nous avons eu un chandelier extrêmement méché. Les acheteurs ont repoussé les vendeurs au-dessus de la Tenkan-sen. Ici, nous avons bien une cassure de la Tenkan-sen, mais le lendemain, on retravaille. On peut pas, tant qu'il y a d'importantes mèches comme ça, les chandeliers japonais nous racontent aussi beaucoup de choses au niveau de leurs mèches, comme vous verrez dans la formation. C'est une véritable histoire que nous racontent les mèches des chandeliers japonais. Tant que la Tenkan-sen n'est pas franchement cassée, on ne peut pas parler de signaux de retournement vendable. De toute façon, j'ai envie de dire que les signaux de retournement en chandelier japonais, lorsque l'on est dans une tendance comme ça haussière, ne sont pas des signaux de vente pour aller chercher la Kijun-sen qui est ici, par exemple. On pourrait très bien casser en force la Tenkan-sen, rentrer en position suite à ces chandeliers de retournement pour aller chercher la Kijun qui est ici. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent à faire. Le plus pertinent à faire, c'est de trader dans le sens de la tendance. Donc je dirais plutôt que ces chandeliers de retournement ici ne nous donnent pas de signaux de vente. Ici, nous avons une structure en haute vague, dans une succession de doji. Ici, nous avons un formidable pendu. Nous avons vraiment des signaux de retournement très importants. Un doji. Ces signaux de retournement sur le niveau de la Tenkan-sen, moi, je les utiliserais plutôt pour sortir de position si j'étais acheteur. Admettons qu'on ait acheté ici. Lorsqu'on voit apparaître cette succession de chandeliers de retournement sur un niveau de support important de l'Ishimoku, on peut, à mon avis, encaisser les bénéfices parce qu'il n'y a pas de certitude, mais la probabilité
pour qu'il y ait une correction est forte. Mais cette correction ne pourra pas intervenir tant qu'on n'aura pas cassé en force la Tenkan-sen. Donc tous les gens qui nous parlent de correction sur les réseaux sociaux en ce moment, ils sont bien gentils, mais la correction n'est pas encore validée par la cassure de ce support qui est ici sur les coups de 12 975 points, on va dire. Cela nous ramène au range H1 que nous avons ici, puisque tant que cette situation perdure, la probabilité est forte pour qu'il y ait correction. On est d'accord. Donc moi je prends un certain risque à acheter ici. J'achète ici parce que le rebond me paraît probable, mais il est peut-être plus pertinent de vendre si nous avions ici des soulèvements avec des chandeliers de retournement au-dessus de la borne haute du range H1 qui montre l'hésitation qu'on a sur le daily. Toutes les mèches et tous les chandeliers qu'on voit sur le daily autour de la Tenkan-sen sont ce que l'on a ici sur le H1. Donc à ce moment-là, il sera à mon avis, alors je dis ça avec des pincettes parce que même tout en disant cela, le contraire peut se produire. On peut continuer à avoir des plus hauts, de plus en plus hauts, quoi qu'il arrive, peut-être que ça ne baissera plus jamais, mais enfin bon, c'est quand même plus pertinent à mon avis, vu ce que l'on observe en daily, de vendre selon les conditions du trading range que j'aime appliquer ici, avec chandelier de retournement, que d'acheter en bas, étant donné qu'il est plus probable, selon ce que l'on observe, qu'il y ait correction, qu'il y ait progression de la hausse. Maintenant, ça fait tellement de temps que l'on imagine cela et que finalement on ne fait que des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, que sait-on jamais. Mais donc en H1, je vais attendre ici des signaux de retournement au niveau de ce range pour vendre éventuellement pour aller chercher le bas du range qui est ici. Voilà pour le DAX. Bon, le Dow Jones et le SP500, ben, c'est à peu près la même chose. Ici, on a un Arami. Ici, nous avons un Doji. Vous voyez, ce qu'on peut observer aussi, c'est que les chandeliers de retournement ne fonctionnent pas depuis un certain temps sur les indices américains. Et quand sur un sous-jacent, on s'aperçoit que les chandeliers ne fonctionnent pas, eh bien, on n'est pas bébête. On part du constat que ça ne fonctionne pas et donc on ne les utilise pas. D'accord? Donc ici, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ceci dit, le surachat est incroyablement fort, quoi. Il y a beaucoup de surachat. Ça devrait corriger. Mais bon. Et pour le SP500, c'est à peu près la même chose. Bon, ça correspond pas vraiment aux critères d'une couverture en nuage noir, mais on peut l'interpréter en tant que tel. Mais regardez, ici encore, la Tenkan-sen n'est pas cassée. De la même manière que ce doji demeure au-dessus de la Tenkan-sen. Donc tant que la Tenkan-sen n'est pas cassée, on ne peut pas parler de correction. Ce qui n'empêche pas de trader le range. Après, encore une fois, moi je sens venir la correction. C'est ce que me disent les chandeliers japonais. Maintenant, ça ne fait que monter cette chose. Le gold, alors le gold, c'est peut-être ce qui aurait dû m'interdire de payer le silver, puisque on utilise souvent le SP500 comme maître étalon pour analyser le DAX et le CAC, de la même manière que l'on utilise le gold comme maître étalon pour le silver. Donc à partir du moment où je vois cette cassure là qui avait déjà eu lieu, avant que je sois entré en position sur mon silver, peut-être que je n'aurais pas dû entrer en position sur mon silver. Bon, c'est comme ça. Maintenant, j'y suis, j'y reste. Donc le silver, bon, on l'a déjà, le gold, on l'a analysé déjà sous toutes les coutures la semaine dernière. Ça n'a pas changé. En daily, nous sommes toujours dans une phase non tendancielle, une phase de range qui nous est indiquée par le twist du nuage qui est ici. Et on va et vient. Là, on est venu chercher la fameuse zone d'équilibre. Regardez, on est cherché la zone d'équilibre. Lorsque la zone d'équilibre n'est pas franchie, nous avons une couverture en nuage noir sous la zone d'équilibre ici. La probabilité pour qu'on vienne rechercher le bas du range, voire qu'on le casse, est importante. Maintenant, là, ici et maintenant, en dehors de l'intraday, même en intraday, il n'y a rien à faire. Ok, il y a vraiment rien à faire. À partir du moment où le range a été cassé ici, c'est difficile d'entrer en position avec des chandeliers japonais de retournement ici, puisque là, le nuage commence à s'orienter. D'accord? Il commence à s'orienter. Donc malgré le doji, le marteau ici qu'on a en bas de range, moi je n'entrerai pas en position, je n'entre pas en position une fois qu'un range a été cassé. Si je suis entré en position, que le range a été cassé et réintégré après, c'est une autre histoire, comme sur le silver. Le silver, on l'a vu, a eu des CAD, donc maintenant je vais aller très très vite et je vais vous montrer comment je procède en analyse pour moi-même. Je cherche des opportunités, donc comme je cherche des opportunités, je passe pas 2 heures par sous-jacent. Donc ici, je vois quoi? Je vois que c'est pas beau, il n'y a pas de nuage très clairement orienté. Là, la Kijun-sen n'est pas soutenue, ne soutient pas les prix. On ne peut pas parler, il n'y a pas de twist, on ne peut pas parler ni de tendance ni de range.
Donc il y a rien à faire. Éventuellement sur H4, il y a bien un nuage orienté ici avec la possibilité de tracer une trend line. Je dis ça avec l'accent du sud-ouest, une trend line. Donc on trace une trend line comme ça qui correspond bien à la même chose que ce que nous enseigne le nuage Ishimoku. Est-ce que c'est pertinent de vendre ici sous la trend line, sous l'oblique et sous la SSB? Ah oui, là on est sur du journalier et non pas sur du H4. Donc moi personnellement, je le ferai pas. Je trouve pas que ça soit assez propre, assez clair. Voyons voir ce que nous raconte le graphique hebdomadaire. Le graphique hebdomadaire, on est dans une phase tendancielle de range. On n'a pas atteint la phase, on n'a pas atteint le bas du range ici. Donc on est toujours dans la phase descendante. Donc il n'est pas impossible que finalement nous ayons ici un frein pour que les prix puissent venir chercher le bas du range qui se trouve ici à 0,9660. Donc c'est peut-être pas totalement idiot de vendre cette paire, mais bon, 4 heures, ouais, en 4 heures, on est quand même, bon, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus net, de plus propre. Tiens, ici j'ai quelque chose de propre. Donc en H1, ici et maintenant, je vois qu'il n'y a pas de tendance, vous voyez, il n'y a pas de tendance, par contre il y a un range parfait ici, un range très très propre, avec ici nous avons notre ressaut, et si en clôture de chandelier à 11 heures, nous avions ici un chandelier de retournement, acceptable. Pour le moment, celui-ci n'en est pas un. J'ai ici une opportunité d'achat à 88,46 pour aller chercher 88,75 l'équilibre du range et pour aller chercher, attention, hein, la zone d'équilibre du range correspond à un gap. Vous savez que les bornes des gaps sont des niveaux de support et de résistance importants. Donc nous avons ici un niveau de résistance important et s'il cède, aller chercher le haut du range, par exemple sur ces niveaux ici à 88,97, on va dire 88,90. Ok. Donc maintenant, est-ce que ce plan est pertinent? Donc pour savoir si ce plan est pertinent, je regarde sur les unités de temps supérieures. Et qu'est-ce que me dit cette unité de temps supérieure? Elle me dit que les prix ici sont soutenus par le plat Kijun, avec la possibilité de tracer une trendline. Voilà. Donc oui, ça me semble, vous voyez, qu'on retrouve ici sur notre H1, ça me semble relativement pertinent. Pour en savoir un peu plus, bon, moi en général, je me suffis de ça, hein, avec les ratios, etc. Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Maintenant, si on regarde sur le journalier, voilà, si on regarde sur le journalier, bon là c'est pas clair. Si on regarde sur le journalier, c'est plutôt baissier. Voilà, tac. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire, mais il y a quand même un niveau de support ici. Vous voyez le plat qui jaune qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader cela en intraday, le H1. Donc ici, je me le note, vous voyez, AUD Yen, AUD JPI, j'ai un plan intraday de trading range. Alors ensuite, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite maintenant parce que je voudrais pas que vous ennuyiez. Voilà, alors AUD USD. H4, que me raconte le H4? Le H4, encore une fois, il n'y a pas de tendance, vous voyez, nous sommes dans une zone de range, hein, voilà, c'est pas, vous savez, la tendance, c'est quand même un phénomène rare. La tendance, c'est un phénomène rare. Voilà, bon, il y a un niveau de support ici, hein, intermédiaire, il faut en tenir compte. On est dessus. On aurait pu le tracer aussi comme ça, bon, jusqu'ici, hein, le rang, bon, vous savez faire. Donc il faut observer ce qui se passe ici. Si on vient à casser ce support intermédiaire ici, 0,7785, la probabilité pour qu'on aille chercher 0,7750 est importante. Quelque chose que l'on pourra faire à ce moment-là en 15 minutes, regardez. Pour le moment, la survente est importante. Pour le moment, il y a des chandeliers de retournement sur cette zone, mais ça a été cassé. Donc on pourrait très bien réagir ici pour finalement revenir casser ce niveau. Et si on revient casser ce niveau, à très court terme, sur du 15 minutes, on peut venir chercher le support qui est en bas ici. Donc là, nous avons un second plan de trading intraday de très court terme, à condition d'avoir le ratio de 2 pour 1 entre le stop et l'objectif. Mais pour cela, il faut revenir casser ce niveau. Il faut absolument casser ce niveau. Et en fonction de la cassure, nous pourrons peut-être ne pas rentrer parce que peut-être ne pourrons-nous pas obtenir notre ratio de 2 pour 1 dont je vous parlais au début et qui permet de durer et de gagner sur les marchés. Okay.
Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Là, acheter ne me paraît pas pertinent vu la configuration et vu la probabilité que l'on puisse redescendre ici. Là, nous avons une tendance en cours qui est celle qui nous amène du haut de la dérive latérale jusqu'au bas, comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc, bon, voilà, avec ce chandelier ici, à 6 heures du matin, mais à 6 heures du matin, il n'est pas prudent de trader, puis on a souvent autre chose à faire. Il n'était pas impossible d'entrer en position. Là, maintenant, c'est trop tard. Donc, ok, c'est trop tard, donc on va ailleurs. Euro AUD, ben, on en a déjà parlé. On va pas tous les faire, hein, parce que sinon, euro, yen. Alors, je vais nettoyer, je vais faire le ménage, puisque comme je vous disais, je découvre les graphiques ce matin en même temps que vous. J'ai rien préparé à l'avance. Donc, on va tout nettoyer. Et alors là, euro-yen en H1, ben, c'est clair, net et précis. On est encore dans une phase de range. Il n'y a pas de tendance. On ne trouve pas de tendance actuellement, visiblement. Voilà, donc là, bon, ben, on n'est pas venu chercher le bas, on est au milieu de nulle part, on n'est pas en haut non plus, pim, à dégager, il n'y a rien à faire. On va faire euro-USD, tiens. Euro-USD, alors je nettoie, hein, parce que, voilà, visiblement, là, j'avais tracé des droites qui étaient pertinentes. Donc je veux faire de l'intraday, je regarde le H1. Le H1, le nuage commence à s'orienter, donc nous sommes dans une phase tendancielle. Pour autant, la Kijun-sen, regardez, la Kijun-sen, les prix sont repassés au-dessus. Donc là, ici, en H1, que voulez-vous qu'on fasse? La Shipuspan est engluée dans les prix. Euh, les prix sont repassés au-dessus de la Kijun-sen. Nous ne pouvons pas considérer que nous ayons un signal de vente ici. Par contre, si on regarde le graphique H4, moi, je considère que si range on doit tracer, il faut le tracer comme ça. Hop là, vous voyez? Là, on voit bien que nous avons notre zone d'équilibre plutôt que de le tracer comme ça. On peut toujours se faire plaisir en faisant ça, ça marche aussi. Mais voilà, vous voyez, tous les chemins mènent à Rome. Hein, on retrouve les. Mais encore une fois, nous sommes dans la phase descendante, les prix se replient. Je pense que nous aurons certainement une possibilité de vendre ici en dessous des 1,1739 pour aller chercher les 1,1685. Après, j'ai toujours mon plan de trading swing, hein, mais celui-là, vous le connaissez par cœur, ça fait des semaines et des semaines que j'en parle. Et petit à petit, on s'en approche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire GBP GPI, puis après je vais répondre à vos questions. GBP GPI en H1, ben là nous avions un range qui a été cassé. Ici nous avons un nuage orienté. La SSA et la SSB ne sont pas orientées. On ne peut pas vraiment dire que nous soyons dans une phase tendancielle vraiment importante. Si je regarde sur le H4, les prix sont surachetés. La borne du gap a été cassée. Je comprends rien à ce graphique. Je vois pas ce qu'il me raconte. Ça m'intéresse pas. Je vais ailleurs. Tiens, on va faire USD CAD. USD CAD en H1, nous avons une phase tendancielle haussière. Nous sommes dans une phase haussière. Acheter ici, là maintenant, tout de suite, lorsque les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen ici, ce n'est pas prudent. Si nous devions acheter l'USD CAD, il faudra au minimum attendre qu'il se replie sur la borne haute de l'ancien range qui est ici. Et en 15 minutes, tout est plat. Là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire en intraday. USD Yen pour terminer. Alors USD Yen, je vais enlever tout cela. USD Yen, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'après la phase tendancielle qui est ici, après avoir été chercher les 114, qui était un niveau important, hein, puisque c'était notre objectif, notre TP, le nuage twist, la SSB ici s'aligne au plat qui jaune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau plus haut sur les 52 dernières périodes, pas de nouveau plus haut sur les 26 dernières périodes. Il est donc possible de tracer un rectangle. Alors, pour prendre les plus hauts, c'est pas compliqué. Pour prendre les plus hauts, devons-nous prendre les plus bas ici? Non. Il faut certainement les prendre ici. On voit bien à l'œil nu que c'est plus pertinent. Donc ici, nous sommes au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire. Donc si ici, nous venions à avoir des chandeliers de retournement en haut de range après soulèvement, vente, objectif 1, l'équilibre du range, objectif 2, le bas du range. En sachant que si on trade ce range USD-Yen en intraday, on ne pourra pas trader AUD yen, puisque si on en perd un, a priori, on perd les deux. Et a priori, l'AUD yen va suivre notre maître étalon pour les paires en yen, qui est l'USD yen. Voilà pour ce petit tour d'horizon intraday. Donc, pour récapituler, nous avons une opportunité sur AUD yen. Regardez, c'est intéressant. La borne basse que j'ai tracée continue à faire son boulot. Il est 10h57.
avec ce petit doji que nous avons ici, il n'est pas complètement stupide d'acheter. Enfin, je ne donne pas de signaux et ça n'engage que moi, hein, que ça soit. C'est important de le dire, avec un stop sous la trendline, sous le plat SSB qui est ici, et on vise le haut du range si on a le ratio de 2 pour 1, puisque si on vise le milieu, on n'aura pas le ratio de 2 pour 1. D'accord? Ça perd ou ça gagne, ça n'a pas d'importance, puisque si on applique toujours le même ratio, toujours le même pourcentage de perte, et même si on est mauvais, comme je l'ai été ces derniers temps, puisque je n'ai que 50% de réussite, eh bien, on gagne quand même de l'argent. Parce que sinon, on n'entre jamais, on a toujours peur. Il n'y a que des probabilités en trading. Et puis, nous avons une autre opportunité, USD-Yen, trading range ici. Et puis, nous avons vu aussi AUD-USD. Si les prix viennent à casser ici ce niveau que nous avons ici en H4, nous pourrons à ce moment-là envisager d'entrer en position pour aller chercher le bas, le support qui est ici. Mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment est-ce que ça va casser. Si ça casse avec un grand chandelier qui nous éloigne de la Tenkan-sen, d'une part, on n'a plus le ratio. Deuxièmement, quand on est loin de la Tenkan-sen, on n'entre pas en position. On a peut-être vu autre chose, mais moi, ces deux plans me vont pour le moment. Alors, voyons voir si nous avons des questions. Ben, ça fait quand même déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Patrick me dit: bonjour Patrick et merci pour ce que tu fais, c'est un détail, mais serait-il possible de créer un système afin qu'on n'ait pas besoin de s'inscrire chaque semaine pour la revue de marché? Alors Patrick, je ne sais pas, c'est possible, mais je ne sais pas faire, il faut que je demande aux gens qui me louent mon logiciel de conférence en ligne. En même temps, c'est aussi un détail et je ne voudrais pas me montrer désagréable. Je comprendrais que ce soit vachement bien. En même temps, moi, je trouve ça bien que les gens aient un tout petit effort à faire. Vous voyez, j'offre beaucoup de choses. Si le seul petit effort, c'est de prendre 1 minute et demie, 2 minutes pour aller se réinscrire chaque mardi, ça me paraît pas mal. Et puis, ça permet aussi à des nouveaux d'arriver, parce que je ne saurais pas comment faire pour que les anciens aient un truc automatique où ils n'ont pas besoin de s'inscrire, mais en même temps, il faut que les nouveaux s'inscrivent. Il y a peut-être des possibilités, mais je ne sais pas faire. Et en même temps, ce tout petit effort me plaît bien. Me plaît bien. Marc, si on s'abonne à la racine d'une paire, on a les alertes de tous les nouveaux sujets qui sortent à l'intérieur. Non? Point d'interrogation. Eh bien, je ne sais pas. Les frais overnight de CFD Action sont-ils élevés? Je ne sais pas. Christine, il faut que je teste, je vais tester. Je vais tester chez CMC, pour ne pas faire de pub. Pas de stats aujourd'hui. Bon, ben, tant mieux, mais en même temps, quand on a les nuages tout fins, là, qui bougent pas beaucoup. Alors, Ishimoku. Alors, Gérard, je vois apparaître ton email, mais je sais que c'est Gérard. Ishimoku se suffit à lui-même. Cependant, peut-on l'associer à d'autres indicateurs afin d'améliorer le filtrage et réduire le taux de faux signaux? Si oui, lesquels préconises-tu? Les droites chartistes. Rien que les droites chartistes. Éventuellement, pour le très court terme, on peut faire avec des stochastiques, mais si jamais tu as un tout petit peu d'argent à dépenser, je ne veux vraiment pas vous pousser à la consommation, mais tu vas voir sur ma nouvelle formation chandelier qui sort, j'associe pas mal de choses avec les chandeliers japonais, ça peut te donner des idées d'association avec les shimoku. Les droites chartistes, vous voyez, comme je le fais ici, de base, hein, sans aller chercher des triangles descendants, ascendants ou autres biseaux, juste relier des points avec des droites chartistes me paraît être un excellent supplément à l'Ishimoku. Sur quel site prends-tu les infos économiques et annonces à venir? Alors, sur investing.com. Sur investing.com. En fait, j'ai tapé dans Google, avant je le faisais ailleurs, hein, de toute façon ils se valent à peu près tous. Tu tapes calendrier économique, statistiques économiques, trading, et tu en as plusieurs. Moi, celui qui est apparu, c'est investing.com, il me plaît bien. Ils le mettent à jour régulièrement. Les CFD actions pour le court terme ou l'intraday, absolument. Pour le long terme, autant le faire sur ProRealTime. Mais pour du court terme ou intraday, je vais tester sur CMC Market. Et je vous dirai ça dès que possible. Peut-être je ferai un rapport
sur le forum. J'aime bien CMC Markets aussi parce que ça me semble être un trader CFD sérieux. Je suis pas partenaire, je ne touche aucune commission. D'ailleurs, je ne touche aucune commission de rien du tout, hein. Même si vous ouvrez des comptes via mon intermédiaire chez Pro Realtime, je ne pratique pas l'affiliation, je ne touche aucune commission de rien du tout. Donc j'aime bien CMC parce que ça me paraît être un courtier sérieux, bien régulé, et j'aime beaucoup leur politique de stop garantie qui ne sont pas très chers et remboursés lorsqu'ils ne sont pas touchés. Bonjour Jean-Claude, très content de te lire et de savoir pourquoi tu es là. Lorsque tu traces des trendlines, tu ne tiens pas compte des mèches. Pourquoi? Alors Gérard, je ne sais pas quels sont tes moyens économiques. Franchement, peut-être n'en as-tu vraiment pas les moyens, mais peut-être devrais-tu faire l'effort d'acheter ma formation totale à l'Ishimoku et tu comprendrais vraiment pourquoi je n'utilise pas les mèches quand je trace mes trendlines ou mes droites. C'est pour pouvoir accéder au ressaut et au soulèvement parce que les mèches des chandeliers japonais sont d'une puissance incroyable et si on trace les mèches, on rate cette information extrêmement importante que nous racontent les mèches. Tout cela est détaillé dans la partie Trading Range où je fais toute une explication de la formation Ishimoku et aussi dans la formation Chandelier Avenir. Si on ne trace pas les mèches, on perd l'information délivrée par les mèches. Et l'information délivrée par les mèches, peu de gens en parlent dans les ouvrages sur les chandeliers japonais, mais elle est presque aussi importante, voire plus importante que les structures morphologiques elles-mêmes. Patrick, tu me dis que j'ai raison et tu... Non, mais ne sois pas désolé, j'ai pas forcément raison, mais c'est comme ça que je l'entends. Olivier, je suis déjà chez PRT, peuvent-ils m'offrir ta formation? Alors, tu peux obtenir des tarifs, ils t'offrent ma formation sous une certaine... Alors, je vais te montrer. Hop, on revient ici. Tac, tu cliques sur formation, mon blog, ok, et puis ensuite tu cliques ici. Et tu vas voir, ils vont t'offrir surtout un tarif préférentiel qui fait qu'au bout d'un an, tu as remboursé ma formation. Et maintenant, il va sans doute y avoir, si tu attends un petit peu, quand je vais sortir la deuxième formation, l'offre va être meilleure encore. Pourquoi pas les actions intraday chez eBay? Parce que c'est trop cher. Quand tu sais que tu dois payer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4,5 € par ordre ou quelque chose dans le genre, ça me paraît trop cher. Je pense que c'est moins cher en intraday chez un courtier CFD, mais c'est pas la même chose. Peux-tu regarder le GBP CAD? On arrive en haut d'un range daily et H4. Alors, GBP CAD. Vous voyez, là, la UD, USD, ce que je disais, il s'oriente vers... Mais pour le moment, c'est délicat. Il faut vraiment laisser casser, attendre un pullback et éventuellement entrer en position. Il ne faut pas se précipiter. GBP CAD. Alors, GBP CAD. Pim, le voilà qui s'affiche à l'écran. Alors, nous arrivons en haut d'un range H4. H4. Alors, je vais faire le ménage. C'est clair que le nuage n'est pas orienté. Il est à l'horizontale. Il twist. Nous avons notre Kijun-sen ici. Parce que tous les ranges ne se valent pas. Il faut tenter de trader les plus pertinents. Voilà. Il n'est pas pertinent, même si, admettons, partons du principe ici, partons de la mèche la plus basse qui est ici. Allons chercher le niveau de 50% de Fibonacci. 50% de Fibonacci. Parce que ça, c'est quelque chose qui est récurrent en tant que débat sur le forum. Certaines personnes ont des difficultés à tracer les bornes de leur range parce que je leur dis que le niveau de SSB ici correspond la plupart du temps au niveau de 50% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'il correspond pile poil à la moitié du range. Sauf que il ne faut jamais être dogmatique en trading. C'est la difficulté quand on explique des choses comme moi, c'est que il n'y a pas de vérité absolue en trading. Donc si je trace mon niveau de 50% ici, et c'est peut-être pour cela que tu me dis ça, Wilfried,
On peut imaginer que le haut du range, c'est ici. Et c'est peut-être pas faux. Et effectivement, nous avons des chandeliers de retournement qui sont en train de se former sous ce niveau. Et il n'est pas impossible qu'à partir de ce niveau-là, les prix retracent pour aller chercher, l'équilibre du range, deux, la zone basse du range, d'accord? Sauf que, lorsque juste au-dessus, on a un double top comme celui qui est ici, un niveau ici et un niveau ici, regarde, les mèches se fracassent ici et ici, alors à ce moment-là, c'est dans ces moments-là où il ne faut pas être dogmatique, où il faut admettre que la probabilité pour que les prix continuent leur poussée jusqu'ici est tout aussi importante que la probabilité pour qu'ils retracent à partir de là. Donc dans ce cas-là, il faut s'abstenir, puisqu'il faut obtenir une haute probabilité de réussite avant d'entrer en position. Donc c'est pour ça que les gens souvent me bataillent sur le forum avec ça, en me disant oui mais le range blablabli blablabla, est-ce que il faut le tracer ici, est-ce qu'il faut le tracer là-bas? Donc la plupart du temps, il faut choisir les ranges faciles à trader ou à tracer, pardon, où il n'y a pas de polémique possible, où il n'y a pas de discussion possible. On voit bien qu'il y a des plus hauts ici, paf, poum, poum, on le trace, c'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis. Comme c'est le cas ici en bas. En bas, il n'y a pas de confusion possible. On ne peut pas tracer la borne basse du range ailleurs que sur ce niveau, puisque nous avons déjà la possibilité de relier au moins ces deux points. En haut, c'est plus compliqué. Donc même si le niveau de 50% passe par cette SSB, nous ne pouvons ne pas voir les niveaux de résistance qu'il y a juste au-dessus. Et donc moi je dis attention, il faut au moins attendre que les prix viennent chercher ce niveau-là. Bon, ça, il est probable que ce soit les mèches qui vont apparaître sur le daily. Voilà, alors ça, c'est une petite chose que ProRealTime doit développer quand on trace un objet en H4, on ne le voit plus sur le daily. Donc effectivement, tu vois, les mèches que nous avons qui apparaissent ici sont les plus hauts que l'on voit sur le H4. Donc de toute façon, ici et maintenant, il n'y a pas de chandelier de retournement. Il faut au minimum attendre, et là je réponds à Gérard en même temps, il faut absolument attendre un soulèvement, c'est-à-dire une mèche haute au-dessus de la borne basse haute du range, avec les chandeliers qui clôturent en dessous, éventuellement qui dessine un chandelier de retournement pour éventuellement entrer en position. Attention au CAD, au CAD, au dollar canadien, c'est du pétrole et donc c'est vachement volatile. C'est pour ça que vous ne me voyez quasiment jamais trader les paires en CAD, parce que je déteste trader le pétrole. Alors, Pascal, je suis content que vous écriviez un livre sur les chandeliers. Il y aura-t-il des précommandes possibles? Alors, oui, toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter seront informées avant les autres. Et toutes les personnes qui ont déjà acquis une de mes formations Ishimoku, parce qu'avant de faire la formation Ishimoku totale, j'en faisais en live, toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre auront un tarif totalement préférentiel. De toute façon, d'ici à la fin du mois, il sera sur le site. Après, le plus compliqué, c'est là, en ce moment, il est à la mise en page. Deux gyros, frais sur action très bas, les moins élevés. Sur Christine, deux gyros, d'accord, le broker deux gyros. Ok. Merci beaucoup pour l'information, Christine. D'accord pour les couleurs sur mes Fibo, Marc. Super cette revue de marché, merci à toi. Eh bien, écoutez, j'espère que cette revue de marché vous a plu. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, qu'elle vous a intéressé. Ah, regardez, vous voyez, avant de nous quitter, regardez, AUD Yen, qui faisait partie de nos possibilités de... Ah, ça m'énerve. Qui faisait partie des plans de trading. Ah, des plans de trading que nous avions. Je disais, comme quoi il est quand même très important, bah ouais, d'attendre la clôture des chandeliers. Donc ici, nous avons une clôture de chandelier avec une toupie d'hésitation. Nous aurions pu entrer en position et là, nous serions sur le point de perdre donc on a bien fait d'attendre. Par contre, si jamais ce chandelier-là, 11h11, venait à clôturer à l'intérieur, à ce moment-là, nous aurons le signal d'achat pour acheter. Et cela est dû, et c'est pour ça que le trading, c'est quand même une somme de connaissances. Cela est dû au fait que USD Yen, voilà, USD Yen, non, il monte. Ah oui, non, mais c'est normal, je suis en journalier ici. USD Yen, USD Yen. Tac, en H1. USD Yen, il est sur une zone, vous voyez, une zone compliquée qui est la borne haute du gap qui est ici, vous voyez. Je vous en parlais tout à l'heure. La borne haute du gap, c'est une forte résistance. Les prix hésitent sur ce niveau-là. Et donc, tant que l'USD Yen n'aura pas franchi ce niveau, l'AUD Yen aura du mal à rebondir sur la borne basse de son range.
À mardi prochain. Merci Pascal, merci Olivier pour vos remerciements. Merci Christine, très très bonne semaine. Eh bien écoutez, ça va être une bonne semaine, je vous raconte un petit peu ma vie, mais je croyais que c'était dimanche dernier, en fait je me suis trompé. C'est demain, demain je pars à Paris, au nouveau stade Lu Arena, voir les pépés du rock and roll, les Rolling Stones, donc je vais passer un bon moment et donc une bonne semaine. Je vous souhaite aussi à tous une excellente semaine. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Bye bye à tous.